En 1997, Alvin Ridley va contacter le 911 pour signaler la mort de sa femme Virginia. Mais très vite, les enquêteurs vont se rendre compte que Virginia était portée disparue depuis maintenant 30 ans. Bien qu'il se dise innocent, Alvin sera alors accusé du meurtre de son épouse. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Alvin et sa femme Virginia, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une histoire qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Mais vous allez voir, elle est assez différente que les autres histoires que je raconte habituellement sur cette chaîne. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que vraiment cette histoire est pleine de surprises. Donc je vais vous laisser sur cette petite description. Mais vraiment, vous allez voir, elle vaut la peine d'être écoutée. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant que c'est dit, lançons-nous dans la vidéo. Alvin Ridley est né le 3 mars 1943 aux États-Unis dans la ville de Chattanooga, dans le Tennessee. Il vivait dans une famille assez pauvre, son père était tailleur de pierre et sa maman, elle, travaillait dans une usine. Lorsqu'il était assez jeune, Alvin a déménagé dans la ville de Ringgold en Géorgie et c'est là-bas qu'on va tout doucement apprendre à le connaître. On va apprendre un petit peu par les rumeurs du village que lorsqu'il était adolescent, eh bien, il était déjà vu comme un personnage, vraiment, il était un petit peu atypique, il n'avait pas beaucoup d'amis, il parlait pas à grand monde, mais les gens le remarquaient. Par exemple, lorsqu'il a eu l'âge de conduire et qu'il a eu sa toute première voiture, eh bien, Alvin était souvent vu dans le village en train de conduire avec sur le siège passager une poupée assise à côté de lui, comme ça. Et c'est vrai que les gens, le trouvais un petit peu bizarre à cause de ça aussi. Mais les années sont passées et Alvin est alors devenu une grande figure pour la ville de Ringgold. Il était connu par les habitants pour être un vrai ermite. Il était aussi assez pauvre et il n'avait même pas d'eau courante dans sa maison. À cause de ça d'ailleurs, il n'avait pas une très bonne hygiène et ne sentait pas toujours très bon. Et puis, en règle générale, Alvin n'aimait parler à personne et les rares fois où il le faisait, il parlait de théories complotistes assez folles. En fait, après la mort de ses parents, Alvin était devenu réparateur de télévision à domicile et donc il avait été un petit peu chez chaque habitant du village, donc tout le monde le connaissait un petit peu grâce à ça, mais c'est vrai que quand il parlait, c'était toujours des discours assez paranoïaque, j'ai envie de dire. Mais donc, il était connu et tout le monde le savait, c'était un personnage haut en couleur. Mais plongeons-nous maintenant dans l'année 1997. Pour tout le monde, Alvin vivait seul en ermite chez lui et à ce moment-là, il avait 54 ans. Le matin du 4 octobre, Alvin a en fait appelé le 911 et a signalé la mort de sa femme, Virginia Ridley. Très vite, la rumeur de sa mort va circuler dans la ville et là, ce fut une réelle surprise pour tous les habitants de Ringgold qui apprenaient par la même occasion qu'Alvin avait une femme. En fait, c'était assez dingue parce que sa femme était décédée, mais les habitants du village ne l'avaient en fait jamais vue. Et puis là, certains habitants un peu plus âgés qui avaient connu justement Alvin il y a 30 ans vont dire si en fait Alvin a eu une femme. Mais voilà, ça fait 30 ans qu'on ne l'a plus vue. D'ailleurs, 30 ans auparavant, elle avait disparu comme ça et il y avait eu plusieurs rumeurs comme quoi elle aurait quitté Alvin ou même qu'elle aurait été assassinée par Alvin lui-même. D'ailleurs, la famille d'Alvin et de Virginia partageait cette théorie et ils avaient toujours cru que 30 ans plus tôt, Alvin avait assassiné sa femme et l'avait enterrée dans le jardin. Donc le 4 octobre, quand Alvin a appelé le 911 pour déclarer que sa femme venait de décéder, évidemment, tout le monde a été sous le choc. Mais parlons maintenant un petit peu du couple qu'Alvin formait avec sa femme Virginia. Il avait en fait épousé Virginia en 1966 alors qu'il avait 23 ans et elle 18. Virginia ne sortait alors pas beaucoup, elle était assez réservée, mais ceux l'ayant connue disaient qu'elle était malgré tout très gentille et avait toujours un sourire éclatant. Virginia a en fait grandi avec des parents très religieux qui l'emmenaient à l'église régulièrement et elle a alors grandi en respectant les valeurs de sa religion.
Quand elle s'est mariée avec Alvin, elle est alors devenue une femme au foyer et d'ailleurs elle était très bonne cuisinière. Mais voilà, bizarrement, 1 an après qu'ils se soient rencontrés, le couple s'est disputé avec la famille de Virginia. En fait, les parents de Virginia accusaient Alvin d'avoir changé leur fille parce que soi-disant, depuis que Virginia avait rencontré Alvin, elle était devenue différente, elle ne sortait plus comme avant, elle restait toujours enfermée et vraiment, ça faisait bizarre pour les parents de Virginia et ils se sont mis tout doucement à ne plus vraiment aimer le conjoint de leur fille. Évidemment, Virginia a été assez perturbée par cette situation et ça a impacté la relation qu'elle avait avec ses parents. Autre chose à savoir, c'est que Virginia était en fait épileptique. C'est d'ailleurs une situation qui stressait pas mal de couples et Alvin, lui, savait pas du tout comment gérer les crises, donc il vivait un petit peu en se disant « Bon, si ça arrive, on avisera, mais vivons comme si ton épilepsie n'existait pas. » Mais voilà, encore une fois, la famille de Virginia, elle, était inquiète pour Virginia, donc ils arrivaient comme ça un petit peu à l'improviste chez le couple pour s'occuper de leur fille, pour regarder si sa maladie n'évoluait pas, etc. Et évidemment, ça stressait encore plus Virginia, et elle, comme son mari, trouvait que c'était un petit peu important que la famille de Virginia arrive tout le temps chez eux comme ça sans prévenir. Alors finalement, au bout de quelques temps, Virginia a décidé tout simplement de couper tout contact avec sa famille. Pour parler un peu plus de Virginia, les gens du village qui l'ont connue l'ont décrit comme une femme tout aussi étrange qu'Alvin. Elle était assez timide et quand elle s'aventurait hors de la maison, c'était soit pour aller à l'église ou alors pour aller rendre visite à son mari au travail. Mis à part ça, elle ne sortait jamais de chez elle. Mais voilà, les semaines, les mois, les années vont même passer et petit à petit, Virginia va sortir de moins en moins jusqu'à arrêter complètement. Au bout d'un moment, plus personne ne la voyait et c'est vrai que les amis, les proches de Alvin vont commencer à poser des questions et vont lui demander où est sa femme. Mais quand ils posaient ces questions à Alvin, le problème était qu'à chaque fois, il leur disait qu'elle était à un endroit puis à un autre sans jamais vraiment préciser où elle était exactement. Donc petit à petit, les amis, la famille du couple vont se dire qu'il y a un problème et que peut-être Virginia est partie ou comme je l'ai dit, peut-être qu'elle a été assassinée par Alvin. En fait, ils se disaient que tout était possible parce que le couple était tellement étrange, Alvin lui-même était tellement étrange, personne connaissait vraiment bien sa personnalité, alors peut-être qu'il aurait pu tuer sa femme sur un coup de colère. Cette idée va alors progresser et s'installer petit à petit parce qu'au bout de 30 ans, Virginia n'avait plus jamais été revue. En fait, depuis l'année 1997 où elle a été déclarée morte, la dernière trace qu'on avait de Virginia remontait à l'année 1970. C'était en fait la famille de Virginia qui était inquiète et qui avait été voir la police en disant que leur fille était sans doute retenue contre son gré chez son mari Alvin. La police avait écouté mais n'avait pas pu faire grand-chose. Le truc c'est qu'en même temps, le couple était dans une sorte de procédure d'expulsion de leur maison. Ça faisait qu'ils devaient aller au tribunal et pour confirmer que Virginia allait bien, quand elle s'est rendue à ce tribunal, eh bien le juge lui a posé quelques questions sur ses conditions de vie. Elle avait alors expliqué qu'elle aimait son mari, qu'elle n'était clairement pas prisonnière, mais voilà, malheureusement, après ça, il n'y a plus jamais eu de traces de Virginia. Donc pour en revenir au moment des faits, le 4 octobre 1997, Alvin a appelé le 911, il a expliqué que sa femme venait de décéder et ce fut donc la stupéfaction pour tout le monde. On apprend donc que depuis 30 ans, Virginia était en vie, elle n'était pas décédée ou assassinée ou quoi que ce soit, elle était en vie. Mais là, elle venait de décéder. Mais donc là, l'idée principale qui va venir est que pendant 30 ans, elle a été gardée contre son gré chez Alvin, elle a été séquestrée et là, Alvin venait de l'assassiner. Donc évidemment, pour tout le monde, Alvin était l'assassin. Je précise que là, on ne parle pas encore officiellement de meurtre, on n'a pas encore déterminé la cause du décès, mais pour tout le monde, déjà, Alvin est l'assassin, c'est sûr. Pour les policiers, c'était aussi le cas. Déjà que quand Alvin avait appelé le 911, il avait simplement expliqué que sa femme était décédée sans vraiment pleurer, sans vraiment montrer trop d'émotion. Et c'est vrai que pour les officiers de police, c'était bizarre. Mais bon, rappelons-nous aussi qu'Alvin, c'est tout un personnage qui a un peu de mal avec les contacts sociaux. Donc peut-être que simplement, il ne savait pas comment le dire au téléphone, mais malgré tout, ça a paru bizarre aux policiers. Ensuite, en arrivant sur place, les policiers avaient trouvé Virginia étendue sur le lit et Alvin, lui, n'avait pas donné plus de détails sur les circonstances de la mort. Simplement, il dira aux policiers, je suis arrivé dans la chambre et je l'ai retrouvée comme ça, elle était décédée sur le lit. Là aussi, quand même,
Ça reste bizarre. Donc là, évidemment, le corps de Virginia va être emmené chez un médecin légiste. Le médecin remarquera premièrement des pétichis dans ses yeux, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins explosés. En fait, lorsqu'on remarque des pétichis dans les yeux d'une personne décédée, souvent ça veut dire qu'elle est décédée en pleine suffocation. Ça arrive par exemple très souvent chez les personnes victimes de meurtres par strangulation. En tout cas, là on avait une première piste, Virginia serait en fait décédée par peut-être une strangulation, en tout cas elle aurait suffoqué et ça aurait entraîné sa mort. Avec ça, les enquêteurs avaient assez de preuves pour accuser Alvin du meurtre de sa femme et un procès va alors s'ouvrir. Au procès, Alvin plaidera évidemment non coupable et son avocat, Poston McCracken, amènera pas mal de preuves pour le défendre. Déjà, il dira que la seule preuve venant du médecin légiste prouvant que Virginia aurait été assassinée était les pétichis dans ses yeux. Il n'y avait rien d'autre, simplement les pétichis dans ses yeux. La défense parlera alors du cas de Florence Griffith Joyner, une grande athlète américaine. Florence avait en fait été retrouvée morte dans sa chambre le 21 septembre 1998 et elle aussi avait été retrouvée avec des pétichis dans les yeux. Il sera alors prouvé qu'elle était morte asphyxiée alors qu'elle était en pleine crise d'épilepsie. Il ne s'agissait donc pas d'un meurtre, mais simplement et malheureusement d'une mort causée par l'épilepsie. Et dans cette histoire, qui d'autre était aussi épileptique? Eh bien, Virginia l'était tout autant. Donc là, les pétichis dans ses yeux pouvaient simplement venir d'un étouffement dû à la crise d'épilepsie. La seule preuve solide montrant qu'elle aurait pu être assassinée venait d'être démolie complètement. Surtout que quand même, je vous le précise, elle avait aucune trace sur le cou, elle n'avait pas de bleu sur le corps, etc. Vraiment, elle n'avait que ses pétichis dans les yeux. Mais ce n'est pas tout. Au procès, l'avocat d'Alvin expliquera que le médecin légiste n'était pas du tout impartial et que depuis le début, il avait en tête qu'Alvin était une personne étrange et qu'il avait tué sa femme. Par exemple, ce médecin légiste avait expliqué à l'examinateur de l'État qu'Alvin avait séquestré sa femme pendant 30 ans. Il avait expliqué comme si c'était connu, comme si ça avait été vérifié, alors que pas du tout. Normalement, on ne fait pas ça. On ne va pas dire à un examinateur de l'État, surtout quand on est médecin légiste, des choses qui ne sont pas vérifiées. Là, il a simplement inventé, supposé quelque chose, ce qui montre clairement qu'il n'était pas impartial. Mis à part ça, il faut aussi savoir que Alvin a eu plusieurs consultations avec un psychologue qui l'a jugé paranoïaque, mais par contre, il l'a aussi jugé totalement apte à subir son procès. Donc clairement, Alvin n'était pas dément ou quoi que ce soit et il savait penser et s'exprimer correctement. Il faut savoir aussi qu'au procès, l'avocat d'Alvin lui avait demandé de ne pas parler parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, Alvin était un peu atypique et il avait peur que si Alvin prenne la parole, on le prenne pour quelqu'un de fou. Donc son avocat lui avait dit « s'il te plaît, ne parle pas ». Sauf qu'à un moment donné, Alvin n'a pas écouté et il a décidé de prendre la parole alors qu'il était tout tremblant, alors qu'il était au bord des larmes, il a quand même voulu parler. Il va alors expliquer que sa femme était une femme merveilleuse, qu'elle était une épouse douce et qu'en 30 ans ensemble, il n'avait jamais levé la main sur elle ni ne l'avait blessée. Il dira qu'elle était sa meilleure amie et que même s'ils ne sortaient pas, ils vivaient une vie heureuse tant qu'ils étaient ensemble. Je sais pas vraiment s'ils en ont parlé à l'époque, je pense pas, mais personnellement, moi je me dis que peut-être Virginia et même Alvin pouvaient souffrir d'agoraphobie. Je vais vous lire la définition et vous allez voir, ça peut quand même pas mal coller au cas de Virginia. L'agoraphobie consiste en une peur ou une anxiété face à l'éventualité de se trouver dans des situations ou des endroits sans échappatoire facile ou sans possibilité d'obtenir de l'aide en cas de crise d'angoisse aiguë. Les personnes qui en souffrent ne sortent habituellement pas ou peu de chez eux par peur et je me dis qu'à cause de ces crises d'épilepsie, peut-être que Virginia avait peur de sortir et de faire une crise devant tout le monde. Surtout que pas mal de gens la décrivaient comme extrêmement timide, donc si elle sortait et qu'elle faisait une crise d'épilepsie, tout le monde la regarderait, tout le monde s'inquiéterait pour elle. Et peut-être que ça aussi, ça pouvait la mettre mal à l'aise. Pour en revenir au procès, une preuve ultime va être présentée. Il s'agissait des journaux intimes de Virginia. On va en fait apprendre que l'épilepsie de Virginia avait déclenché
chez elle une hypergraphie, donc un besoin obsessionnel d'écrire. En lisant ses journaux, on pouvait alors clairement se rendre compte qu'elle avait écrit à propos de chaque sujet de son quotidien. Elle expliquait ce qu'elle avait mangé à chaque repas, elle expliquait ce qu'elle regardait à la télé avec vraiment plein de détails, elle retranscrivait les passages de la Bible qu'elle avait lus et elle retranscrivait aussi les lettres d'amour qu'elle envoyait à son mari. Par contre, en lisant ses cahiers, on pouvait aussi très bien comprendre qu'autant qu'elle, que son mari souffrait de paranoïa. Cette paranoïa d'ailleurs explique pourquoi autant Virginia qu'Alvin ne sortaient jamais de chez eux. Disons que dans la vie de tous les jours, on est obligé de parfois sortir rien que pour faire ses courses ou pour d'autres éventualités. Et dans ce couple, c'était comme Alvin qui se sacrifiait parce que Virginia, elle, n'osait absolument pas. Et donc ça explique pourquoi les gens du village voyaient parfois Alvin, mais par contre ne voyaient jamais Virginia. Autre chose qui va être totalement prouvée en lisant ses cahiers, c'est que Virginia n'était pas du tout retenue contre son gré et au contraire, elle adorait son mari et elle était très heureuse avec lui. Au final, le juge a décidé d'acquitter Alvin et il a clairement jugé qu'il n'était pas coupable dans la mort de sa femme. Il dira qu'elle était sans doute décédée des suites de son épilepsie. Un des jurés présents au procès dira d'ailleurs: « Elle était sa meilleure amie, il n'avait personne d'autre, pourquoi tuerait-il sa meilleure amie, sa seule amie ?» Au final, après le procès, pas mal de personnes ont été convaincues qu'Alvin était innocent. Par contre, d'autres personnes ont, eux, continué à penser qu'il avait bel et bien tué sa femme. Heureusement, dans son quartier, dans son village, d'autres personnes ont été très touchées par son histoire et ils ont tout d'abord décidé de traiter Alvin comme un homme endeuillé et à présent complètement seul. Une femme vivant dans son quartier qui s'appelle Janice Howard a elle décidé de se rendre tous les jours à la porte de chez Alvin et de lui apporter des repas qu'elle cuisinait pour lui. Janice dira d'ailleurs à propos de ça: « Cela me rendait malheureuse de penser que simplement parce qu'un homme n'agissait pas comme tout le monde et restait seul, il était jugé pour meurtre. » Mais bon, malheureusement, Alvin de son côté a vraiment souffert de la mort de sa femme et il est alors resté seul en compagnie de ses deux chats, Kitty, 19 ans, et Maui, 8 ans. Tout de même, les journalistes l'interrogeront par rapport à la mort de sa femme et Alvin dira: « Je l'ai chérie pendant 31 ans. » Et puis il parlera du procès, du fait que ses carnets ont été lus et il dira: « C'est comme si elle était là. C'était comme si elle témoignait pour moi et me libérait. » En 2019, l'avocat d'Alvin, Poston McCracken, donnera de ses nouvelles et expliquera que le pauvre avait été victime d'une fraude téléphonique ciblant les personnes âgées. Après ça, il avait disparu pendant un certain temps, puis il était réapparu en 2018. À ce moment-là, son avocat avait repris contact avec lui et ils avaient alors pris l'habitude d'aller déjeuner ensemble une fois par semaine. Il faut savoir qu'avec toute cette histoire, Alvin s'est vraiment fait un sincère ami, Poston, donc son avocat. Pour terminer cette vidéo, je vais aussi vous parler d'une anecdote qui m'a personnellement énormément touchée. En fait, pendant l'entièreté du procès, Poston n'arrêtait pas de demander à Alvin: « Pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi comme avocat ?» Et Alvin restait toujours secret à ce sujet et lui disait: « Je te le dirai plus tard. » Et puis, à la fin du procès, lorsqu'ils avaient gagné, Poston a de nouveau reposé la question à Alvin et Alvin est simplement parti chercher une cassette et sur cette cassette, il était écrit le nom Poston, mais avec l'écriture de sa femme Virginia. Poston n'a évidemment pas compris tout de suite et Alvin lui a expliqué qu'il y a des années, il avait fait partie d'un débat télévisé. Virginia l'avait alors enregistré, puis s'était mise à le regarder plusieurs fois. Elle avait ensuite dit à Alvin qu'elle aimait vraiment Poston et qu'elle était sûre que c'était une bonne personne. Donc quand il a fallu qu'Alvin prenne un avocat, il s'est souvenu de ce que sa femme lui avait dit et il a alors choisi Poston car Virginia lui avait déjà dit qu'il était une bonne personne. Je trouve vraiment cette anecdote super touchante, mais en soi, toute cette histoire aussi est très touchante et ça vient aussi nous apprendre que c'est pas parce qu'une personne paraît bizarre ou quoi que ce soit qu'il est forcément une personne mauvaise, qu'il est forcément un meurtrier ou je sais pas. Encore une fois, c'est pas noté sur la tête des gens s'ils sont de bonnes ou de mauvaises personnes, c'est comme ça. Je pense que ça rassurait tout le monde de se dire qu'on pourrait le voir à l'avance si une personne va nous faire du mal ou non, mais ce n'est pas le cas. Une personne qui peut paraître très étrange peut s'avérer être une personne très douce et une personne qui peut paraître normale, j'aime pas ce terme, mais
ancrés dans une certaine normalité, des gens qu'on a l'habitude de voir, peuvent finalement être eux des assassins ou eux de mauvaises personnes. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura touché aussi. En tout cas, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!